voilà, nous avons souhaité, Toulon en commun, prendre la parole au sujet de ce sujet très important, qui est la question de l'éducation et de l'école dans ce temps de la crise sanitaire. Alors, nous sommes dans les jours de rentrée virtuelle encore, et puis nous préparons et nous réfléchissons aux jours de rentrée physique et à tous les enjeux et toutes les questions qu'il pose. Alors, pour envisager cette réflexion, vont prendre la parole plusieurs participants de l'Assemblée et aussi Guy Rebec et Philippe Leroy, élus de cette liste Toulon en commun. Voilà, je vais laisser la parole tout de suite à Christophe Fruys. Bonjour, donc je suis Christophe Fruys, professeur des écoles à Toulon. Donc on a souhaité organiser cette conférence à l'initiative de la commission éducation qui est issue de l'Assemblée populaire Toulon en commun. La crise sanitaire a mis de façon évidente en avant l'influence des contextes sociaux, culturels, familiaux sur l'activité scolaire. Là, on se rend compte qu'environ entre 5 et 8% des enfants n'ont donné aucun signe de vie depuis le début du confinement. Et on se rend compte aussi que beaucoup d'enfants et de familles sont dans des conditions très difficiles pour apprendre, notamment la fracture numérique et aussi le déficit qui est lié au manque de lien avec l'école. Donc c'est donc pour nous un enjeu majeur. Et nous avons décidé aujourd'hui d'avancer plusieurs propositions que nous souhaitons relayer à la municipalité. On va aborder 4 points. Donc le premier, ce sera la demande à la mairie de se mettre dans la légalité, de respecter la loi pour inscrire les élèves toulonnais. Le deuxième point concernera la mise en place des conditions sanitaires pour la reprise progressive des cours, la reprise de l'école. Le troisième point concernera la mobilisation des personnels municipaux éducatifs et des temps périscolaires pour accompagner la reprise d'enseignement. Et enfin, le dernier point, Toulon en commun lancera à l'issue de cette conférence de presse une grande consultation Internet, donc sur Facebook et sur une plateforme qu'on vous présentera. Voilà, donc j'espère que tout le monde entend bien. Si c'est bon pour tout le monde, je vais pouvoir commencer. Donc, moi, je vais parler de l'inscription. Donc, durant la campagne des municipales, Toulon en commun a fait remonter à plusieurs reprises le fait que la mairie n'était pas dans la légalité sur le point des inscriptions à Toulon. Et nous avons souhaité interpeller la mairie, nous avons aussi demandé aux journalistes de faire le relais, et on s'est rendu compte que peu de personnes s'emparaient de ce sujet, y compris chez nos concurrents des listes voisines. Donc on va insister vraiment sur ce point aujourd'hui, parce que là nous arriverons à partir d'aujourd'hui, donc plutôt hier plus précisément, dans la période des inscriptions scolaires. Et dans le contexte de crise actuelle, il ne va pas être possible pour les familles de se déplacer dans les écoles pour inscrire les enfants. Donc concrètement, la mairie de Toulon est dans l'illégalité sur 3 articles de loi. Alors je ne vais pas vous citer tous les articles, mais en tout cas les numéros pour que vous puissiez y faire référence, des articles de loi du Code de l'éducation. Donc le premier article de loi, c'est l'article 131-5 du Code de l'éducation, qui demande à la municipalité de procéder à l'inscription des élèves en mairie et de délivrer à l'issue de cette inscription un certificat d'inscription sur liste scolaire. Et ensuite, les familles, avec ce certificat, vont prendre contact avec l'école de secteur pour pouvoir procéder à l'admission des élèves. Voilà. Et depuis que le maire actuel est en fonction, donc ça fait maintenant 3 mandats, il n'a jamais procédé à l'inscription des élèves. Donc, on a été heureux avant-hier de l'entendre dans une vidéo dire que son cheval de bataille, c'était le respect de la loi. Donc, on va lui rappeler que pour respecter la loi, il faut qu'il inscrive les élèves. Et ça, c'est son rôle, numéro 1. Le deuxième point… Il dit ça souvent quand ça l'arrange. Le deuxième point, donc l'article suivant, donc le 131-6, je vous l'enverrai à l'issue dans le compte-rendu. C'est un article qui est nouveau avec la nouvelle loi de la confiance instaurée par le ministère de l'Éducation actuel. Il faut que le maire dresse la liste des enfants qui sont en capacité de rentrer à l'école, donc les enfants de 3 ans. La scolarité obligatoire maintenant débute à 3 ans, et c'est au maire de dresser cette liste pour s'assurer que les enfants rentrent bien à l'école,
qui sont bien affectés dans leur école de secteur. Et donc, le problème, c'est que comme le maire de Toulon ne procède pas aux inscriptions, il ne dresse pas la liste et on ne sait pas, on n'a aucun retour et aucun regard sur le nombre d'enfants scolarisés à 3 ans. Donc, on demande très rapidement à la mairie de nous communiquer, de recenser le nombre d'enfants, le nombre de familles qui ont des enfants de 3 ans qui doivent rentrer à l'école à la rentrée prochaine et de procéder à leur inscription. Et le troisième point, donc l'article 212-7, qui est en lien avec les inscriptions, concerne cette fois-ci le conseil municipal qui doit délibérer pour déterminer les secteurs, la sectorisation scolaire, permettre aux familles, une fois qu'elles sont inscrites, d'aller dans une école qui correspond à leur secteur. Et donc, puisque la mairie ne procède pas aux inscriptions, le problème, c'est que ce sont les directeurs qui sont laissés tout seuls arbitres de ce choix d'école. Donc, il y a des arrangements tacites entre les directeurs pour que les enfants puissent aller dans leur école de secteur, mais il n'y a aucun droit de regard de la mairie. On est dans l'illégalité totale. Voilà, donc ces 3 points nous paraissent majeurs là, à aborder et on souhaiterait que le maire se mette en légalité et ça permettrait aussi de décharger les directeurs d'école qui sont déjà surchargés de façon administrative et qui n'ont pas à gérer, à pallier les dysfonctionnements de la mairie. Donc la proposition que nous faisons ce matin, qui était déjà dans le programme de Toulon en commun, c'est la mise en place d'un guichet unique. Ça se fait dans la plupart des villes de TPM, donc on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire à Toulon. La mise en place d'un guichet unique qui permettrait de recenser les nouvelles inscriptions à l'école et de faire le lien avec les inscriptions périscolaires, puisque la mairie assure déjà les inscriptions des enfants sur les temps périscolaires. Donc, puisqu'il n'est pas possible, on le comprend bien, hein, que les familles puissent se rendre en mairie pour faire l'inscription, il s'agirait juste de faire un guichet unique numérique, hein, sur le site de la mairie de Toulon, que les parents puissent fournir les justificatifs, inscrire leurs enfants, que la mairie puisse renvoyer le certificat d'inscription pour que les parents puissent ensuite l'envoyer au directeur des écoles concernées. Voilà pour ce point-là. Donc, on enverra à la presse, si besoin, les liens des guichets uniques qui se font dans les autres villes, notamment à la mairie de la Seine, où il y a carrément un serveur qui est dédié à ça. Et on souhaiterait que ce soit mis en place le plus vite possible à la mairie de Toulon. Voilà, moi j'en ai fini sur le point des inscriptions. Céline, peut-être donc on va passer donc à Céline sur les protocoles sanitaires. D'accord. Alors j'ai essayé donc il faut qu'on se présente. Moi je m'appelle Céline Normand, je suis directrice de l'école Mistral à Toulon, c'est une école élémentaire en centre-ville. Et puis donc je me suis plus particulièrement penchée sur les problèmes de retour des enfants à l'école et des protocoles sanitaires éventuellement envisagés. Et on a regroupé les questions qu'on avait tous soulevées. Je vais essayer de les présenter en 5 points. Le premier concernerait l'entrée, non seulement les abords de l'école et l'intérieur de l'école aussi. Je suis désolée, mais je regarde de côté parce qu'il y a un gros camion dans la cour en même temps que je vous parle. Excusez-moi. Qui roule comme un fou, pardon. Et donc, je reviens, excusez-moi. Barrières, rubalises et signalétiques aux abords de l'école et dans l'école pour aménager des circuits de circulation, ça nous paraîtrait indispensable et en fonction des configurations des locaux qui sont toutes différentes, ça peut être déterminant pour la sécurité des enfants, des personnels et des familles. On pense à des écoles en centre-ville, je pense à l'école Murer par exemple, où beaucoup d'enfants entrent par une seule porte. Ça nécessiterait non seulement des aménagements matériels avec peut-être barrières ou balises signalétiques, mais aussi certainement des plages horaires plus larges pour des entrées en plusieurs temps, pour éviter un attroupement à l'entrée comme à la sortie aux différents moments de l'école. Donc ça, c'était le premier point. Un deuxième point qui émanait de nos discussions aussi, c'était toujours pareil en fonction des configurations des écoles. Pour certains d'entre nous, il va être très difficile d'aménager les espaces de manière à ce que les enfants soient peu nombreux, faute de locaux. C'est-à-dire qu'on a des écoles qui n'ont pas de salles supplémentaires disponibles. Et donc, je pense qu'il est de la responsabilité de la mairie d'envisager également la possibilité de recenser des possibilités d'accueil voisines ou autrement. Enfin, pourquoi pas monter des barnums comme certains l'ont proposé dans la cour de l'école. Je ne sais pas, mais s'il faut réussir à organiser des petits groupes, certaines écoles n'ont pas les locaux nécessaires. C'était le deuxième point. Le troisième point qui nous paraissait très, très important, alors là, on est à l'intérieur de l'école et il concerne le personnel municipal et plus particulièrement les agents attachés à l'entretien des locaux.
On sait qu'en fonctionnement habituel, hors crise du Covid, on est fréquemment confronté à des absences non remplacées. Et très souvent, le ménage ne peut pas être fait complètement, faute de personnel. Ça, c'est un fonctionnement normal. Donc, dans une situation de crise, sachant que beaucoup des personnes attitrées à l'entretien ont des enfants, peuvent elles-mêmes être malades ou fragiles, et donc ne rentreront pas, on est très, très inquiet sur la nécessité pourtant d'avoir en permanence avec nous, dans l'école, sur tout le temps d'ouverture de l'école, au moins un agent d'entretien pour gérer l'entretien continuel et la désinfection continuelle de ce qui sera utilisé en commun. Là, on a une grande inquiétude là-dessus. C'était mon troisième point. Le quatrième, c'était la nécessité de mettre en place des protocoles sur des temps clés, sur des moments clés de la vie d'école. Donc, j'ai parlé de l'entrée et de la sortie, mais maintenant, on revient à l'intérieur de l'école. Des protocoles d'hygiène et de sécurité pour tous dans la cantine soient clairement définis. Ça, je commence à pouvoir fonctionner. La même chose pour les espaces de récréation. Des protocoles clairement définis aussi concernant les premiers soins donnés aux enfants. Comment est-ce qu'on fait pour soigner un enfant à 1 mètre de distance? Ça paraît rigolo comme question, mais c'est du quotidien dans la vie d'école et c'est vraiment absolument indispensable d'y penser. Et le quatrième, c'était aussi un protocole qui définirait les modalités sanitaires, sécuritaires d'intervention des services municipaux dans les écoles. C'est très fréquent qu'ils entrent et sortent pour venir réparer quelque chose, déposer un truc, livrer. Tout ça, ce n'est pas défini. Oui, comment on va gérer ça, nous, les directeurs, en étant en place pour la plupart. Donc ça, c'était la nécessité d'établir des protocoles. Après, et je finis le 5e point, je pense qu'il serait indispensable aussi que ces protocoles ne soient pas seulement définis par la mairie, mais qu'ils soient l'objet d'un travail commun, d'une réflexion commune avec l'éducation nationale. Sinon, on peut se retrouver confronté, comme ce fut il y a quelques années en arrière au sujet des trousses de soins, par exemple, avec selon le temps scolaire, on n'avait pas les mêmes produits, pas les mêmes protocoles à appliquer. Là, il est indispensable qu'il y ait une pratique claire et clairement définie, un protocole applicable partout pour les soins aux enfants, pour tous les points que j'ai abordés tout à l'heure. Donc, commun à l'éducation nationale, à la mairie, et que ces protocoles soient portés à la connaissance des enfants, bien évidemment, des personnels et des familles. Pour les voir là et les avoir au téléphone depuis plusieurs semaines, l'inquiétude monte et les questions chez les parents sont très nombreuses sur comment vous allez faire pour faire entrer les enfants, comment vous faites pour nettoyer les toilettes. Ce sont des questions très concrètes des papas et mamans et ils ont raison d'être inquiets. Je pense qu'on leur doit cette information-là avant qu'ils prennent la décision, puisque c'est sur base de volontariat, de ramener ou pas leur enfant à l'école. Et oui, voilà, et je conclurai simplement, un dernier point sur ces protocoles, ce serait intéressant aussi qu'ils ne soient pas trop fermés, mais bien évidemment adaptables aux réalités physiques de chacune des écoles. On n'a pas le même nombre d'élèves, on n'a pas les mêmes locaux, pas les mêmes dispositions, pas le même personnel, donc on puisse aussi moduler avec intelligence sur le terrain. Et de manière générale, ce qui remonte aussi beaucoup chez nous, c'est l'inquiétude quant à la fourniture du matériel dont nous aurons impérativement besoin. Je ne vois pas comment en si peu de temps, j'espère que la mairie va y arriver, je le souhaite de tout cœur, mais comment est-ce qu'on va pouvoir être tous équipés correctement en gants, masques, gel hydroalcoolique et puis produits de nettoyage. Je pense qu'on peut demander aussi à la mairie que les enseignants soient également équipés de produits et matériels de désinfection. On ne peut pas demander à une seule personne d'entretien, si c'est le cas, qui est seule dans l'école avec 5 classes ouvertes, même si elle n'accueille que 18 enfants, d'être là pour nettoyer les feutres, les tables. À longueur de temps, je pense que les enseignants auraient besoin d'avoir ce matériel-là aussi pour pouvoir l'utiliser. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié de ce qui est remonté de nos remarques communes. Allez-y, complétez les collègues si j'ai oublié quelque chose. Merci Céline. On va aborder la question des temps périscolaires en particulier et qui mobilisent du personnel municipal avec Guy. Alors, juste avant, excuse-moi Guy, voilà. Juste pour indiquer que j'ai mis le lien dans Converser. Donc, vous cliquez en bas sur Converser, vous copiez le lien et si ça coupe, il faudra repartir sur ce lien-là pour être sûr que ça fonctionne. On risque d'être coupé dans 3 minutes. Est-ce que tu peux le renvoyer par mail? Oui, je te l'envoie. Donc, si jamais on est coupé, il faut relancer le lien et on rejoint la nouvelle réunion. Suzanne, est-ce que vous avez le lien pour… Oui, c'est bon, je l'ai copié. D'accord, super, merci. Comme on n'a pas vos coordonnées, Oui. Les autres, on peut les rattraper par téléphone. Ok. Guy. Bon, Guy, vas-y.
Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'éducation, elle est globale. L'éducation, ce n'est pas uniquement l'instruction et l'enseignement qui a lieu en gros 170 jours par an sur 365. Donc, relancer l'école, bien sûr, l'enseignement, bien sûr, parce que ce confinement a révélé toute la violence des inégalités sociales. Et donc, oui, il faut ouvrir les écoles, mais aussi les temps périscolaires. Parce que si, par exemple, à l'école, on fait des petits groupes, des groupes par demi-classe, qui va s'occuper des enfants le reste du temps? Donc, il faut que les animateurs des centres de loisirs, des accueils de loisirs habituels soient mobilisés, et ça relève vraiment de la mairie. Et ça veut dire aussi qu'il faut une grande concertation entre ces personnels et les enseignants. Donc, parfois, la concertation, elle est difficile parce que les enseignants sont prêts à s'y coller. Les animateurs qui ont de très petits revenus, la mairie a toujours refusé de leur payer des heures de concertation. Or, cette concertation, elle sera absolument indispensable avec les enseignants. Voir ce qui se passe là où il y a un CLAE, un centre de loisirs associé à l'école, il y a échange de projets pédagogiques et il y a concertation quasi quotidienne. Mais là, il faudrait une concertation formelle, au moins une fois par semaine. Voilà, je reviendrai éventuellement sur ça. Si pour dire que l'éducation, elle est tous les jours, toute l'année pour les enfants, c'est bien entendu leurs géniteurs, les parents, mais là, les parents ils viennent de s'y coller pendant 1 mois et demi, eux tout seuls, qui ne sont pas des éducateurs professionnels pour la plupart. Les enseignants, bien sûr, mais encore une fois, c'est qu'une partie du temps, et pour certaines matières, et les animateurs pour les accueils de loisirs. Participent aussi à l'éducation les écrans. Or, si les 3 premiers acteurs de l'éducation, parents, enseignants, animateurs, ont normalement en tête un projet éducatif pour les enfants, les écrans, pas forcément. Et la dose d'écran que les enfants ont subie pendant 1 mois et demi est considérable. Donc, de l'éducation, de la formation des parents, mais de manière non voulue, ou alors pour en faire, grâce à la publicité, des consommateurs encore plus gourmands. Donc, oui, il faut ouvrir les écoles avec la concertation avec le plus possible de personnes. J'ai oublié dans la concertation les enfants de soignants. Oui, tu sais, Oui. les enfants de soignants qui sont pris en charge actuellement, à partir du 11 mai, évidemment, il faut qu'ils continuent à être pris en charge. J'allais dire bien sûr Voilà. et de manière prioritaire. Hein, mais presque cela, ces enfants, ils sont déjà habitués à des formes particulières de prise en charge par l'école. Mais ces enfants, ils sont normalement affectés à une école, donc il faut qu'ils continuent à aller dans l'école de leur secteur, hein, dans l'école habituelle où ils allaient, voilà, où ils sont connus par les enseignants, leurs collègues. Voilà, qui ne soient pas soumis aux dates, notamment échelonnées de rentrée, comme le sont les il faut que les enfants de soignants et des personnels absolument indispensables, je pense par exemple, des fois c'est les pompiers, hein, il faut qu'on continue, que la collectivité locale, la collectivité publique continue à les accueillir, bien entendu. Alors Philippe, pour terminer. Bien, pour réussir ce retour à l'école dans les conditions fixées par le ministre, il est absolument nécessaire que tous les acteurs s'impliquent. Et à Toulon en commun, nous sommes attachés à la participation et à la consultation. Nous avons l'Assemblée citoyenne. Enfin, dans ce cas encore, c'est absolument fondamental que tout le monde puisse participer. Il faut impliquer sur l'ensemble des points, aussi bien le protocole sanitaire spécifique à l'école, l'organisation avec les services péri-éducatifs, les inscriptions, les syndicats des différentes catégories de personnel, les groupes de parents d'élèves élus dans une démarche de transparence et de co-construction. Il faut regrouper tout ce monde-là. Un autre organe de démocratie est le conseil d'école. Nous demandons à ce que les services municipaux consultent ses représentants. Les parents élus pourraient aller visiter les écoles afin de contribuer à
à la mise en place des conditions sanitaires adaptées. Et ce serait un signe fort pour rassurer les familles qui sont souvent inquiètes en ce moment. Et pour continuer à contribuer à cette réflexion sur la rentrée du 11 mai, recueillir les suggestions et les bonnes idées, nous allons lancer une consultation destinée à tous ceux qui se sentent concernés par cette problématique. Les parents d'élèves, le personnel travaillant dans les écoles, le personnel municipal, les équipes pédagogiques, les éducateurs et même les élèves. Il faut penser à interroger les enfants. Souvent, ils ont de très bonnes idées. Nous allons faire un événement sur Facebook et nous allons relancer notre site de consultation participative pour que les gens qui n'ont pas Facebook puissent aussi y participer. Donc, nous vous donnerons les liens d'ici ce soir pour avoir tous les liens. Merci beaucoup, Philippe. Alors, Daniel, pour le petit point que nous avons mis en cours de route. Donc, il y avait, en effet, on a beaucoup parlé des inscriptions avec un guichet unique, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour des inscriptions qui doit être absolument géré par la mairie, à savoir les dérogations, les PAI. Il y a un ensemble de choses qui ne sont pas faites actuellement, qui ne sont faites que par les directeurs et que les directeurs ne pourront pas mettre en place avec toute l'organisation qu'il va falloir qu'ils fassent au niveau des entrées et dans l'école, comme le disait Céline Lenormand tout à l'heure. Ça fait des années qu'on demande un guichet unique, donc je reviens un peu sur ce qui se disait au début, ça fait des années qu'on demande un guichet unique. La mairie nous l'a toujours refusé, ça s'était demandé syndicalement par les directeurs, par tout le monde, à tel point que ce guichet unique n'existe pas, puisque même le service jeunesse et le service éducation, alors que ce sont les mêmes enfants, ne travaillent pas ensemble. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un guichet unique pour les inscriptions, pour l'école donc, pour les services périscolaires et pour les services des centres aérés le mercredi, que ce soit un seul dossier aussi unique. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on comprend bien qu'en ces périodes de grande complexité, à la fois pour se déplacer et pour faire des démarches, c'est essentiel de simplifier la vie des parents d'élèves qui sont suffisamment inquiets dans les temps que nous vivons. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à chacun d'entre vous de votre participation. Donc, cette conférence de presse a été enregistrée. Elle va être disponible au public et transmise à la presse. Merci encore. Suzanne, est-ce que vous avez des questions? Alors, simplement, est-ce que ça vous dérangerait de prendre, entre guillemets, une pause pour que je fasse une capture d'écran, déjà? Oh, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on laisse le partage d'écran ou qu'on fasse ça sans le partage d'écran? Sans le partage d'écran, si possible. Allez. Ah, voilà, parfait. Alors, attendez, je vais essayer de m'organiser pour réussir ça. Alors, 1, 2, 3. Super, c'est parfait. Très bien. Et oui, ça fait partie des nouvelles. Oui, voilà. Particulier. Et puis après, en termes de questions, donc cette conférence de presse, vous allez la publier? Alors, nous l'avons enregistrée pour qu'elle soit disponible au public, visible via notre site et les différents réseaux. Et elle sera, le texte vous sera transmis, enfin en tout cas un texte vous sera transmis sur le mail du journal, de façon à ce que vous ayez des éléments ensuite pour votre article. D'accord. Est-ce que c'est possible que vous me le transfériez à mon mail propre aussi, à mon propre mail? Bien sûr, il suffit de nous le transmettre. Vous pouvez l'écrire dans le chat aussi, on peut le récupérer dans le chat. Là. Ok, je vais vous l'écrire alors. Et si, grosso modo, si je devais retenir une ligne directrice de vos revendications aujourd'hui, est-ce que ce serait une simplification des démarches, par exemple pour les familles et pour tous les acteurs en fait autour des écoles, une simplification pour tout le monde dans un contexte quand même très particulièrement difficile? Je pense qu'il y a 2 points à retenir. Il y a d'une part se mobiliser pour faciliter la vie des élèves et des parents d'élèves dans une période où ils sont extrêmement fragilisés et inquiets. Et la deuxième chose, c'est se mobiliser pour
éviter ce creusement des inégalités qui s'accentue dans la période que nous vivons. Et il faut absolument que tout le monde soit en marche pour aider, alors ce n'est pas un mot qui convient d'ailleurs, soit actif, soit acteur, hein, pour ramener aux apprentissages tous les élèves qui, pendant ces périodes et ces semaines, s'en sont éloignés. Dans le respect des lois de la République. D'accord. Oui, c'est ouvrir les écoles, recommencer l'enseignement en présentiel, oui, car le confinement a révélé, il a augmenté les inégalités sociales, mais un, c'est au gouvernement de donner des consignes claires, et deux, c'est aux maires et aux directeurs d'école en collaboration, en coopération, de donner les moyens tant matériels et humains d'adapter localement. Voilà. Et l'éducation, encore une fois, ça n'est pas que le temps scolaire, c'est aussi le temps périscolaire. Ça nécessite donc de la concertation régulière, pédagogique, entre les différents acteurs de l'éducation, les parents. Mes collègues ont cité les conseils d'école, bien sûr. Philippe a cité avoir un contact avec des enfants. Il existe des écoles où il y a un conseil d'école enfant, avec des délégués par classe, à les écoles coopératives, etc. Donc, peut-être aussi faut-il les consulter. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, Suzanne? Non, c'est clair. Bon. Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour votre présence. Et puis, vous nous laissez votre mail, donc? Parfait. Ça y est, donc, bon, on transmet un petit document pour résumer tout ça. Comme ça, voilà, ça vous facilite le travail. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.